L'objectif vraiment principal du coaching, c'est d'apprendre à se connaître. Enfin, ou en tout cas de continuer à apprendre à se connaître. Donc ça parle des ressources qu'on a déjà à l'intérieur, que le coaching, par le jeu des questions, va réussir à refaire ressurgir. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche et de ses environs qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. On connaît tous, dans nos vies professionnelles ou personnelles, des situations de blocage qui nous empêchent d'y voir clair et d'avancer. Le coaching permet de sortir de ces ornières. C'est entre autres ce qu'explique très simplement Carole Thomé dans cet épisode. Depuis quelques années, elle fait du coaching son métier et il suffit de la connaître un peu et de voir à l'œuvre sa capacité d'écoute et son sens de l'accueil pour comprendre que ce métier ne lui est pas tombé dessus par hasard. Carole parle aussi dans cet épisode du Moulin Cœur, où elle a élu domicile. Cet endroit inondé de nature situé à Chuines, aux portes du Perche, où elle accueille des particuliers et des entreprises pour des séjours de guérison, comme elle les appelle. Je suis sincèrement ravie de vous faire entendre son récit et vous souhaite une bonne écoute. Carole, le coaching, c'est quoi ? Le coaching, c'est quoi ? Alors, je vais te répondre, c'est quoi pour moi ? Ouais. Parce que je pense qu'il y a différentes formes de coaching. Déjà, je pense que c'est une façon d'être. Le coaching, pour moi, ne s'apprend pas. Il y a déjà une façon d'être, c'est-à-dire être principalement très intéressé par les gens, l'humanité en général, l'altérité. Ça me paraît vraiment primordial au départ. Et ensuite, là où il y a une pratique importante plus que les études, c'est la capacité d'accueil. Donc ça veut dire accueillir l'autre de façon inconditionnelle, enfin ton client ou ta cliente. Ça veut dire avoir réglé, d'après moi, différentes choses déjà dans ma vie pour pas faire de projection sur le client quand il arrive ou la cliente, c'est-à-dire lui projeter ma vie, ma façon de voir les choses, etc. Et il faut avoir une capacité d'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire de vraiment accueillir ce que l'autre dit, sans vouloir répondre, sans vouloir le contredire, vraiment accueillir pleinement ce qu'il est. Après, il y a la suspension de jugement, ça aussi c'est un entraînement pour moi, parce que l'être humain, son premier instinct, c'est « je vais juger pour me protéger ». C'est-à-dire, je vais regarder si c'est pas un ennemi. Ça, on l'a gardé de notre petit cerveau reptilien. En coaching, c'est pas possible de garder ça. Donc, il faut apprendre à suspendre son jugement. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas, mais en tout cas, en être hyper conscient pour que ça n'influe pas sur le coaching. Donc ça, c'est déjà la partie accueil. Après, sur le coaching en lui-même, c'est principalement régler, enfin, le client ou la cliente va venir avec une problématique ou deux, contrairement à la thérapie qui va être sur un état d'être général. Donc, une problématique ou deux qui peut être personnelle, professionnelle, voire les deux. Et on va travailler sur cette problématique dans un espace-temps limité. Là où la thérapie peut durer 20, 30 ans, le coaching, on prend une problématique, on va la reformuler ensemble pour vraiment arriver au sein du problème, au sein du sujet qui intéresse le client ou la cliente, et on va le travailler pendant un nombre de séances limité. Bon, alors moi, par exemple, ça va de 3 à 10 séances qu'on va définir ensemble. Après, une fois qu'on a fini ce cycle, on arrête. Ça veut pas dire qu'on peut pas se revoir pour un autre sujet ou dans un autre cadre, mais en tout cas, il n'y a pas cette espèce de continuité de la thérapie. Tout ça pour, en fait, que le cerveau se mobilise sur ce sujet. Est-ce que tu peux donner un exemple de problématique que toi, tu as été amené à accompagner ? Tellement. Celle qui vient le plus souvent, je dirais, ça va généraliser un peu le propos, mais c'est le blocage.
C'est à un moment, tu es dans un état de blocage de ta vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'est-à-dire que vraiment, tu ne sais plus où tu veux aller, comment y aller, quoi faire. Il y a vraiment un état de blocage. Et ça, le coaching, c'est vraiment efficace pour ça. C'est-à-dire que ça va ouvrir les portes, ça va réouvrir les portes que le client ou la cliente a déjà en lui, mais que par accumulation d'événements, il a fermé. Ça, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent. Moi, je suis aussi assez spécialisée dans la gestion de l'angoisse, c'est-à-dire de reconnaître déjà le stress de l'angoisse. Et l'angoisse, il y a vraiment des outils, dont certains que j'ai créés, qui permettent de passer outre. Le stress, c'est une réaction naturelle du corps face à un événement nouveau. Donc, il va y avoir un changement hormonal qui va en fait créer une mobilisation de tout ton être pour gérer ce sujet nouveau, qui peut être aussi bien un sujet gai, préparation d'un mariage par exemple, qu'un sujet très dur qui va être quelqu'un qu'on aime énormément qui est à l'hôpital. Voilà, ça c'est un état de stress qu'on ne peut pas éviter. On peut éviter les effets qui vont être un peu surinvestis, mais on peut pas éviter l'état de stress, parce que c'est vraiment face à un événement qui existe, qui est concret. L'angoisse, c'est l'anticipation du pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'événements, il n'y a pas forcément de choses nouvelles, mais on va se préparer au pire. Donc c'est totalement hypothétique. Et donc ça, autant le stress, on peut gérer les effets extrêmes du stress, autant l'angoisse, on peut carrément l'enlever. On est bien d'accord que se faire coacher, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même y mettre du sien, déjà y dédier le temps qu'il faut. Tu te fais pas coacher malgré toi, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive. C'est vrai? Ouais, ça arrive. On dit qu'il y a des coachs en entreprise et des coachs de particuliers. Moi, je fais les deux. Coach en entreprise, ça veut dire qu'on est engagé par une entreprise pour coacher, dans mon cas, 1, 2, 3 managers de l'entreprise. Ouais. Coaching de particulier, ce que ça a de spécifique, c'est que c'est quelqu'un qui décide de faire un coaching. Et de payer lui-même. Mais en tout cas, il a cette démarche volontaire de se dire, tiens, je vais appeler un coach ou une coach et je vais rentrer là-dedans. Donc ça, effectivement, c'est une démarche totalement volontaire et l'approche n'est pas la même que quand une entreprise m'appelle et me dit, voilà, vous allez coacher telle et telle personne. Et parfois, il y a vraiment des gens qui avaient pas du tout envie d'être coachés. Absolument pas. Qu'ils le prennent comme peut-être une injonction de l'entreprise, potentiellement un risque d'être trahi par moi par exemple. Alors moi, je signe quoi qu'il arrive pour tous mes clients un engagement de confidentialité qui est dans mon sens, c'est-à-dire que je leur signe un document qui dit que je ne raconterai absolument pas ce qui se passe dans nos coachings, même pour les entreprises. Mais moyennant quoi, il m'est déjà arrivé d'avoir des managers, donc j'ai été rémunérée et engagée par l'entreprise, qui n'avaient pas envie d'être là. Donc si je comprends bien, une démarche de coaching vise à résoudre un problème. Donc ça se termine au bout des X séances prévues d'avance et, dans le meilleur des cas, on a résolu le problème pour lequel le coaching est là, c'est ça? Okay. Et de la plupart du temps, on a aussi avancé sur d'autres sujets annexes. Ouais, j'imagine. Ouais. Parce qu'on apprend aussi à se connaître dans le dialogue avec l'autre. C'est quand même ça que je comprends. L'objectif vraiment principal du coaching, c'est d'apprendre à se connaître. Enfin, ou en tout cas de continuer à apprendre à se connaître. Okay. Donc ça parle des ressources qu'on a déjà à l'intérieur, que le coaching, par le jeu des questions, va réussir à refaire ressurgir. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a des ressources en nous, parfois on les oublie et on va les faire ressurgir. C'est-à-dire que, en tout cas moi dans ma façon de coacher, je vais pas proposer à quelqu'un d'être quelque chose qu'il n'est pas ou quelqu'un qu'il n'est pas, et on va plutôt puiser dans ses propres ressources, ce qu'il a déjà fait, son état d'esprit, sa façon d'être, et voir comment cette partie-là a été ensevelie peut-être et comment on peut la faire ressortir et la réutiliser pour les sujets futurs. À quoi ressemble une séance de coaching? Combien de temps ça dure? Ça se passe où? Comment tu procèdes, toi? Alors, le temps, déjà moi c'est très très cadré, mais c'est ma façon de faire. Ça dure soit 45 minutes, soit 1h30. Je commence à l'heure pile, ça veut dire que si la personne est en retard, eh bien,
elle perd du temps sur sa séance et je termine absolument à 45 minutes ou à 1h30 après. Ça, c'est vraiment... c'est ma façon de faire. Et c'est aussi, je pense, offrir un cadre de sécurité aux clients. C'est que moi, de mon côté, je ne suis jamais en retard. Après, sur le cadre, tous les coachings parisiens, je les fais. J'ai un bureau à Paris. Donc je l'ai fait en one-to-one, en face à face. Bon, il y a eu une période où c'était que du visio. On n'a plus envie d'en parler de cette période-là. On a oublié, je crois. Ouais, on a complètement oublié. Absolument. C'était il y a hyper longtemps. Oui. Donc ça se passe dans mon bureau à Paris. Et après, tout ce qui est province et étranger, c'est de la visio. D'accord. Et la visio, je la fais soit à Paris, soit ici au Moulin, parce que en fait, ça n'a pas d'impact. Après, il m'arrive aussi de faire des séances de coaching ici au Moulin pour les Euréliens. Donc, j'ai un bureau qui est dédié à ça. Et voilà. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Vraiment toute ma vie, c'était, je me retrouve à un dîner ou n'importe où et il y a quelqu'un qui vient me raconter quelque chose et qui finit par incroyable que je te raconte ça, j'ai jamais raconté à personne. Voilà. Je suis absolument passionnée par l'être humain. Donc ça a toujours été et je me suis très vite dit, enfin vers 30 ans, alors que j'étais productrice donc de télé, donc rien à voir, que vers mes 50 ans, je serais thérapeute. Je pensais être thérapeute. Et en fait, ça s'est accéléré un peu. Et à 45 ans, je crois, 46, ça y est, j'ai ouvert les portes, j'ai fait OK, je suis coach. J'avais déjà fait une formation un peu avant. J'ai ouvert mon cabinet sans formation supplémentaire. Et après, j'ai fait un master 2 de coaching à Assas. Encore une fois, pour moi, être coach, c'est une façon d'être. C'est pas lire des bouquins. Mais bon, ça, c'est ma philosophie. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce métier-là? Mais tout. Vraiment tout. Et j'espère et je le souhaite vraiment le pratiquer jusqu'à la fin de mes jours. La confiance que les gens m'accordent, je trouve ça vraiment magique. Avoir affaire à ces récits de vie, je trouve ça absolument magique. Et après, voir les gens s'épanouir, franchement, c'est une drogue dure. Hein. Ça peut être très spectaculaire. Ça peut être parfois juste après la première séance. Donc la personne vient à la première séance et quand elle arrive la deuxième séance, il y a déjà quelque chose qui s'est débloqué. Et donc là, on rentre dans l'entraide en fait. J'aime trop. Enfin, j'adore ce métier. Est-ce que il y a un accompagnement dont tu es particulièrement fier, tu vois, qui te dit c'est vraiment pour ça que je suis devenue coach, tu vois ce que je veux dire? Ou c'est peut-être même pas un accompagnement, juste un moment particulier, tu vois, une anecdote. Alors, ce qui me vient là, c'est quand j'ai des clients ou des clientes qui, grâce au coaching, grâce à eux, hein, principalement, moi je suis un vecteur, hein, j'ai aucun pouvoir magique, vont s'orienter vers la carrière vraiment dont ils avaient envie et qui s'étaient jamais autorisés. Et donc de les voir arriver un peu pétris dans un métier qui leur correspond pas, comme un poids qui se sont imposés. Et il y a un moment, en fait, quand ils viennent faire le coaching, c'est le moment où le poids est trop lourd et ils en peuvent plus. Et il y a une autorisation à un moment d'aller vers ce qu'ils ont vraiment envie de faire, et le moment où ils le font vraiment, alors là c'est vraiment, c'est magique. Il y a un outil que j'utilise énormément dans mes coachings, c'est l'exploration. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, quand on est dans la zone d'angoisse, je vais faire un truc vraiment basique, hein. Quand on est dans un niveau d'angoisse ou de blocage, en activant l'exploration, on va sortir de cette zone
et on va remuscler une autre partie du cerveau qui est une partie beaucoup plus créative. Et l'exploration, elle passe par des petites choses, des grandes choses. Et en fait, l'exploration crée vraiment une énergie différente. C'est une énergie de vie. Là où l'angoisse et le blocage sont pas des énergies de mort, faut pas exagérer. C'est un repli. Mais en tout cas, c'est une énergie statique. Ouais, bien sûr. Donc l'exploration, moi, c'est vraiment quelque chose que déjà que j'alimente énormément chez moi et que j'essaie d'alimenter chez mes clients. Je fais dans la partie coaching personnel un accompagnement très spécifique pour les gens qui sont sur les applications de rencontres. Pas pour faire de la magie, c'est-à-dire je vais pas leur trouver le partenaire idéal. En revanche, je les accompagne à ne pas se faire épuiser par la machine. C'est-à-dire que les applications de rencontres, elles sont faites par des professeurs en neurosciences, bien plus forts que nous tous. Et donc, elles sont faites de façon à rendre une forme d'addiction et créer une sorte de frustration qui va faire que, sans arrêt, on va y retourner et même se demander si, quand on a rencontré quelqu'un, il y a pas mieux, c'est ça. Il y a pas mieux quelque part. Donc ça, il y a une première chose là-dessus, c'est d'être hyper conscient que la machine est puissante. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut quand même être bien vigilant sur le fait que l'application de rencontre, elle a envie que vous rencontriez quelqu'un, mais si vous rencontrez quelqu'un de sérieux, il perd un client. Donc à partir de là, il faut quand même se poser la question de comment je prends ça en considération quand je suis sur l'application de rencontre. Et ensuite, il y a la partie authenticité. C'est-à-dire que je pense que pour trouver quelqu'un sur une application de rencontre, il faut être déjà très très clair sur ce qu'on veut. Si je veux avoir multiplié les rencontres charnelles, etc., super. Dans ce cas, il faut se positionner comme ça. En revanche, si je veux vraiment trouver un partenaire de vie, ne pas tourner autour du pot. Il y a ça. Et puis après, il y a un autre point qui est la rencontre, qu'elle soit virtuelle ou physique, elle passe par un ressenti. Donc, quand les premiers messages, il y a quelque chose qui bloque, juste écouter. C'est exactement comme une rencontre physique. Le ressenti. En tout cas, sur un accompagnement de ce type-là, c'est-à-dire sur les applications de rencontre, c'est là à nouveau aussi spectaculaire. C'est-à-dire que je vais avoir des clients qui sont épuisés, mais pourtant ils veulent rencontrer quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est quand même assez incontournable. Et puis qui petit à petit reprennent en fait la mainmise sur l'outil. Est-ce qu'on peut quand même parler de cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Alors ici, on est au Moulin-Cœur. C'est un écolieu. Donc c'est basé sur l'écologie profonde, interne et extérieure, que j'ai acheté il y a 3 ans. Et j'ai envie de le redire parce que maintenant je le dis de plus en plus fort, je l'ai acheté avec l'argent de mon travail. Ce qui, en tant que femme, j'ai vraiment envie et besoin de le revendiquer pour peut-être donner l'autorisation à d'autres femmes de faire un peu ce qu'elles ont envie de faire. Je trouve ça assez important. C'est un lieu d'accueil. Et voilà. Et donc c'est un lieu où donc il y a 7 hectares de nature, un lac, un étang en forme de cœur, la rivière. C'est un moulin à eau, donc tout est bordé par la rivière. Qui est l'heure, hein. Qui est l'heure, exactement. Et dans ce moulin, j'accueille des séminaires d'entreprise, des stages de développement personnel, des associations, des groupes, toutes sortes de gens. Là, pareil, c'est du bouche à oreille. Et j'essaye de faire du sur-mesure. Donc ça veut dire que je parle toujours auparavant aux gens pour voir s'ils collent à l'ADN du moulin et si leur ADN colle à l'énergie du moulin. Et voilà, et c'est absolument magique. Donc ça, j'ai ouvert, je l'ai acheté il y a 3 ans, j'ai ouvert il y a 2 ans. La première année, j'y suis allée un peu doucement et c'était déjà super. Mais cette année, là, en 2023, c'est 400 personnes. Et ça va de la BNP Foncia à un stage de développement personnel sur les cercles de parole, à une association qui s'occupe de faire un logiciel pour aider les autres associations. Enfin, ça a été une population extrêmement large. Pareil, de toute façon, ça revient au même par rapport à mon métier de coach. C'est-à-dire, c'est toujours l'échange humain. Pourquoi ici? Pourquoi toi ici? Comment ça s'est fait tout ça? Pourquoi moi ici? Donc je cherchais un lieu depuis 3 ans. J'avais des spécificités, enfin des critères très précis.
Je voulais que ça soit accessible sans voiture. Donc là, on est à 15 minutes de la gare à pied. Donc ça, c'était parfait. Gare de Courville. De la gare de Courville-sur-Eure. Je voulais que ça soit absolument gigantesque. Donc, pour qu'il y ait énormément de nature et pour que l'espace d'accueil soit assez grand pour que les gens soient bien. Donc là, l'espace d'accueil, il fait 450 mètres carrés, ce qui me paraît correct. Et donc, il y a 7 hectares de nature. Et je voulais qu'il y ait de l'eau, parce que je pense que l'eau, c'est un peu le prochain sujet. Et un coup de foudre gigantesque, parce que gérer cet endroit, franchement, si on n'est pas amoureuse, pas la peine. Et c'est un espace guérisseur. Moi, je l'ai acheté pour me guérir de certaines choses, notamment tout ce qui est la guerre du Liban, enfin plus que la guerre d'ailleurs maintenant, la disparition progressive du Liban aujourd'hui, parce que je suis libanaise, et aussi parce que je pense que la nature très vite nous ramène à quelque chose d'essentiel, de profond, qui nous reconnecte à quelque chose. Et très souvent, je vois les groupes arriver, par exemple de Paris, ils arrivent avec une énergie toute parisienne, hein, que je peux avoir aussi. Enfin, il n'y a pas de. Et au bout de 1 heure ou 2, déjà, ça commence. Ça se détend. Alors pour un peu qui passe une nuit ici, le lendemain matin, on n'a pas affaire aux mêmes faciès, ni aux mêmes énergies. Il y a vraiment, parce que ici, t'as pas le choix en fait. La nature est partout, absolument partout. Dès que tu sors de la maison, t'as un arbre, l'eau, les écureuils. Et donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter avec tout ça? À toi, au moulin, à ton activité de coaching? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Ce que tu peux me souhaiter, c'est de rester dans l'énergie de cette année, qui est une énergie. Bon, déjà très personnellement, je me suis débarrassée de l'angoisse, qui était quand même quelque chose d'assez dominant dans ma vie. Enfin, je faisais plein de choses, mais elle était toujours un peu lancinante, et ça, j'ai complètement réussi à m'en débarrasser en 2023. C'est un changement absolument de fou. Et ouais, de garder cette énergie qui est une énergie où j'arrive à faire à peu près tout ce que j'aime, en être heureuse. J'arrive aujourd'hui à vraiment gérer ma fatigue de façon efficace. Donc je ne connais plus la fatigue, en vérité. Là où avant j'allais vers l'épuisement, aujourd'hui je vais plus jamais vers l'épuisement. J'ai un demi-signe de fatigue. Stop, on arrête tout. Donc oui, ce que tu peux me souhaiter, c'est rester dans cette énergie de 2023. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Pour entrer en contact avec Carole, consultez son site carolethomé.com. Thomé s'écrit Thome. Si vous aimez Perchissime, chantez-le à tue-tête et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.